Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre l'exploration de ce livre de Jean d'Ormesson et nous lui disons tout d'abord un petit bonjour au-delà de la vie et de la mort, avec son visage rieur et voltairien. Voilà. Et cette vidéo va être consacrée à un enseignant qui fait son apparition à Plessis-les-Vaudreuil. Oui, un enseignant, alors que dans les traditions, le grand-père excluait l'enseignement, la culture, les beaux-arts. C'est vrai que ça se rapproche un peu de la mentalité paysanne qui était revendiquée. Le titre réel du chapitre est La vengeance de Jean-Christophe. C'est le prénom de cet enseignant. Bon. Un enseignant qui fait découvrir les livres, c'est le titre que j'ai donné. Sous-rubrique arrivée. Un beau matin d'été, en 1919, arriva le précepteur. C'était un jeune homme brun, pas très grand, assez beau, né à Pau. Il savait un peu de latin et de grec, avait lu quelques livres et s'habillait assez mal. La cruauté des temps exigeait des études. 1919. Longtemps, nous en étions tenus à l'opinion de la Bruyère. Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit pour se passer des charges et des emplois, et consentir ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire. Donc les Dormessons restaient chez eux et ne faisaient rien, sinon parler entre eux, raconter des histoires du passé. Sous-rubrique, les étudiants. Nous étions 4 à accueillir M. Jean-Christophe, comte, les cousins, Jacques et Claude, moi-même et le fils de M. Desbois, l'intendant du château. Jean-Christophe nous ouvrit d'un coup des fenêtres fermées depuis des siècles. L'expression est belle. M. Comte nous apprit à lire. Nous portions un monde en nous. Vous vous rendez compte, il ne savait même pas lire. Nous portions un monde en nous, mais nous ne le savions pas. Sous rubrique l'ami. Le lundi matin, en arrivant dans la salle d'études, où nous attendions tous les 4 avec une vague inquiétude, il nous déclara que l'enseignement n'était pour lui que notre nom de l'amitié et que nous pouvions le tutoyer. Ah, c'est sympathique. Jean-Christophe devint vite pour nous une espèce de demi-dieu. Nous n'avions pas beaucoup d'amis. Nous ne voyions presque personne, sauf les cousins de province en séjour au château. Presque personne, tandis que là, Jean-Christophe Comte était tout le temps là. La bibliothèque de Plessis-les-Vaudreuil était universellement connue de tous les spécialistes, de tous les amateurs. Elle comptait 30 000 livres, dont un grand nombre d'incunables. Vous vous rendez compte, d'éditions originales ou rares. Les incunables, c'étaient les livres qui étaient écrits à la main avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. De même qu'une collection privée d'autographes, les plus considérables de France, peut-être du monde, de Saint-Ignace de Loyola, vous vous rendez compte, de Saint-Jean de la Croix, de Du-Guesclin même, et de Jeanne d'Arc, de Léonard de Vinci, de Saint-Louis, 3 points de suspension, des autographes, c'est-à-dire des lettres écrites par ces personnalités. La bibliothèque comportait 5 immenses salles. Elle ne servait plus à rien. Avec M. Comte, nous découvrions Corneille et Racine, La Fontaine, Maupassant et bien d'autres. Nous passâmes 4 années de délices à nous noyer dans les livres. C'est fou. 4 années de formation. Voilà. Les Rémy Michaud avaient toujours aimé l'étude, les livres, le cliquetis des idées.
La tante Gabrielle avait bien des qualités de curiosité, du besoin d'aller ailleurs, le goût de faire autre chose qui était passé aux enfants. Voilà. La curiosité, d'ailleurs, a contribué à la curiosité des livres. Le goût des femmes. Toutefois, le second des enfants, qui avait 19 ans, quand nous n'en avions que 15, Philippe se mettait à collectionner les femmes. C'était un bon à rien d'un charme irrésistible. Le goût des femmes, comme l'athéisme, n'était pas tout à fait interdit par le code de la famille. Nous avions compté dans nos rangs des libertins fameux. Oui, il parlait plus haut du duc d'Aumale, qui avait fréquenté son arrière-grand-mère et qui passait par une porte dans les douves pour rejoindre la chambre de la grand-mère. Porte qu'on pouvait toujours montrer dans les douves. Mais c'était la grand-mère, l'arrière-grand-mère, qui était libertine. Nous descendions par les femmes du célèbre maréchal duc de Richelieu, grand-père de celui que plusieurs des nôtres avaient suivi en Russie. Ah, c'est pas le cardinal de Richelieu, ça. Philippe passait ses journées à se procurer des femmes. Voilà. Occupation particulière, à les choyer, à rompre avec elles. La révolution de l'enseignement maintenant. Monsieur Comte et la salle d'études de Plessis-les-Vaudreuil marquaient le réveil de la famille. En un autre sens, ils en sonnaient le glas. Les traditions ne gagnent rien à être trop bien expliquées. C'est peut-être ça, en effet. Bon, ils en sonnaient le glas. On va voir ça. La fin du précepteur, c'est la dernière vidéo, c'est la dernière diapositive. Bien des années plus tard, j'ai retrouvé notre précepteur au camp d'Auschwitz, où il devait mourir d'épuisement en avril 1944. Le pauvre. Il mourut dans mes bras et je lui tenais la main. Jean d'Ormesson ne dit pas ce qu'il faisait à Auschwitz. Là. Est-ce que c'était lors de la libération? Avril 1944, c'est possible. Lors de la libération du camp d'Auschwitz. Voilà. Triste fin, comme tant d'autres. Eh bien, monsieur Jean d'Ormesson, merci beaucoup d'avoir pris toutes ces notes pour sauver ce qui restait de l'héritage de vos aïeux depuis au moins 700 ans. Voilà. Mais ce faisant, souvenez-vous de tout cela et je vous dis au revoir. Bonne continuation dans vos activités. Au revoir à toutes et à tous.